Bonjour et bienvenue au journal. Les titres de cette édition, week-end de la francophonie, cela s'est déroulé du côté de Yèble, commune de Seine-et-Marne. Les activités ont eu pour cadre le stade municipal Pierre Bavarde. Cérémonie du 19 mars commémorant la journée nationale du souvenir et le recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie. Elles ont eu lieu à Melun en présence de Jean-Luc Mars, préfet de Seine-et-Marne. Salon de livres porte de Versailles, d'une édition à une autre, l'Afrique renforce de plus en plus sa présence. Le Congo-Brazzaville y a désormais pris ses quartiers. L'Afrique, justement, il en sera question dans ce journal avec le Nigeria. Muhammadu Buhari remporte la présidentielle en s'imposant face à l'actuel chef de l'État Goodluck Jonathan. Et puis la République démocratique du Congo où Barack Obama fait monter la pression face à Joseph Kabila. Le respect de la Constitution, rien que cela, lui aurait-il dit. Nous le disions dans les titres, c'est du côté de Yèble, commune seine-et-marnaise de 700 âmes, que partira cette édition. Yèble qui a organisé le week-end de la francophonie les 21 et 22 mars dernier. Au total, 40 pays francophones ont pris part à cette manifestation soutenue par l'Organisation internationale de la francophonie, le ministère de la Culture, le département de Seine-et-Marne et le groupe des ambassadeurs francophones. Parmi les invités, Joseph Pouloulou et Eric Talani. Chaque pays était représenté par des stands exposant de l'artisanat, des photos, des objets d'art, livres, vente de produits artisanaux et culinaires. Un espace permettant d'accueillir des groupes musicaux, du théâtre, des conteurs, des danseurs des pays était mis en place. Yèble, petit village de près de 700 habitants, a souhaité à travers cet événement faire découvrir les cultures des pays francophones et des régions de France et ainsi contribuer à l'ouverture d'esprit et à l'apprentissage de la culture de l'autre, selon la nouvelle maire de cette commune rurale d'origine mauritanienne. Je suis la première ravie, moi-même je suis d'origine de plusieurs pays, Mauritanie, Maroc, j'ai de la famille sénégalaise, mon mari est de Tahiti, de la Polynésie française. Donc je suis la première à dire que la diversité est une richesse et non pas un handicap, que c'est une richesse qu'on peut mettre au service des valeurs de nos pays d'origine comme du pays qui est aujourd'hui le nôtre, la France, puisque moi je suis une élue de la République et française avant tout. Donc moi je porte toute cette richesse, toute cette diversité, toutes ces valeurs en moi et elles ne s'affrontent pas, au contraire elles se complètent. Donc il était important de dire aux gens que soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de vos origines. On peut être français d'origine étrangère et avoir une différence culturelle mais qui est une richesse à apporter ou mettre au service du pays qui est la France plutôt que de le considérer comme un handicap aujourd'hui. Le week-end de la francophonie est un événement important en termes de valeurs et de messages à faire passer. Les participants présents à la fête ont bien vendu la culture de leur pays sous le regard admirateur du public. Nous sommes très contents de pouvoir participer justement à cette activité sur l'invitation de Madame le maire de Yèble. Et nous avons tenu à répondre présente parce que la francophonie, bien évidemment, ça nous concerne. Et moi, ça me concerne à double titre, en tant que Française, bien évidemment, issue du Congo RDC. Je trouve que c'était une très bonne initiative de rassembler tous les pays, positivement impressionnés par la mixité qu'il y a ici. Et donc du coup j'ai ramené les produits du Niger en fait pour faire connaître en fait nos spécialités, c'est la maroquinerie et les bijoux touareg. Ici nous représentons le Togo et le Bénin dans une association qu'on appelle Afrique France Amitié qui réside à Coulommiers et pas loin d'ici dans la Seine-et-Marne. Et c'est vrai que notre objectif c'était d'échanger nos cultures. L'association Sherazade. Nous sommes de famille Le Temple. On a répondu à l'aimable invitation de Madame le maire de Yèble pour cette première francophonie. C'est magnifique, c'est un pari réussi, c'est une première et c'est réussi. On dirait que ça fait 10 ans qu'elle le fait. On représente l'Algérie. Favoriser le mieux vivre ensemble dans le respect de chacun dans le but d'une meilleure cohésion sociale
Dans un pays où l'individualisme a atteint son paroxysme, le week-end de la francophonie a connu un franc succès sur cette terre plutôt fertile au Front national en Seine-et-Marne. D'une commémoration à une autre, la cérémonie du 19 mars commémorant la journée nationale du souvenir et le recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie ainsi qu'au Maroc se sont déroulés au mémorial de l'Afrique du Nord, boulevard Champlain à Melun. C'était en présence de Jean-Luc Mars, préfet de Seine-et-Marne. Des précisions dans ce reportage signé Joseph Pololo et Eric Talani. Dépôt de gerbes de fleurs, sonnerie aux morts et hymne national, la Marseillaise, la journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc étaient principalement marqués par le souvenir et le recueillement en mémoire des victimes militaires et civiles du conflit. Le préfet de Seine-et-Marne a voulu que la cérémonie se déroule dans la dignité et que chaque mort militaire ou civil ne soit oublié et reste toujours présent dans la conscience collective des Français. Personne n'a oublié les combattants de ces conflits, appelés et rappelés du contingent, militaires de carrière, membres des forces supplétives ou assimilés, forces de l'ordre, originaires de métropole et d'Afrique du Nord. Tous ont servi courageusement la France durant une guerre qui a trop longtemps tu son nom. La France se recueille aujourd'hui avec humilité en souvenir de ceux qui se sont sacrifiés pour elle. Personne n'a oublié non plus les victimes civiles de toutes origines et de toutes confessions qui ont payé de leur vie ces déchirements dramatiques. Nous pensons à leurs familles qui s'engagent pour préserver leurs souvenirs. Personne n'a oublié enfin tous ceux et toutes celles qui ont dû quitter la terre qui les avait vus naître pour en rejoindre une autre, que pour la plupart, ils n'avaient jamais foulée. Personne n'a oublié qu'ils n'y furent pas toujours accueillis comme les fils et filles de France qu'ils étaient. Aujourd'hui, ce sont toutes ces mémoires qu'il faut rassembler pour honorer dans un même hommage tous ceux qui sont tombés ou qui ont souffert. Le souvenir de ces femmes et de ces hommes nous oblige. À tous, la nation adresse sa reconnaissance et sa solidarité qu'elle ne cessera jamais de leur témoigner. Pour le président du comité de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, FNACA de Seine-et-Marne, commémorer le 19 mars 1962, date du cessez-le-feu en Algérie, sans rajouter de la polémique, était une condition sine qua non. Avec humilité, nous nous inclinons devant la souffrance éprouvée et la profonde douleur des familles endeuillées. Avec la fuite du temps, les souvenirs s'estompent. Le visage de nos frères d'armes tombés à nos côtés est à jamais présent. Nous éclaire. Leur étrange et pesant silence nous implique pour devoir protéger, préserver vivante la mémoire d'une jeunesse trop brièvement interrompue dans le fracas de la guerre, imposer son respect. Une merveilleuse leçon de vie. Poursuivre avec enthousiasme un travail de mémoire, vecteur d'échange, de compréhension, de respect mutuel, une culture de l'écoute, du partage et du faire ensemble. La date du 19 mars 1962 renvoie à l'application de l'accord de cessez-le-feu signé à Évian entre la France et les représentants du gouvernement provisoire algérien. Cet accord, approuvé par le référendum le 8 avril 1962 par 90% des votants, mit officiellement fin à ce qu'on s'est pendant longtemps contenté d'appeler les événements d'Algérie. Pour placer l'événement dans le contexte de l'époque, revisitons l'histoire pour relever que la proclamation du cessez-le-feu à partir du 19 mars n'arrêtera pas les violences dont les harkis sont par milliers les principales victimes. C'est dans une situation chaotique que la France connaîtra l'indépendance de l'Algérie le 19 juillet 1962.
Ainsi prenait fin avec le retour des Européens en métropole une présence française qui avait duré plus de 130 ans du côté de la Méditerranée. Quelques anecdotes des anciens combattants présents à Melun, recueillis par Jean-Jacques Jarel-Sika et Éric Talani. Oui, Norbert Parfus, ancien compagnon du devoir, ce que j'ai exécuté en Afrique du Nord. Voilà, je suis parti maintenant, je suis venu 27. Pour moi, elle est importante parce que j'ai perdu beaucoup de compagnons autour de moi et je suis sensible à honorer leur mémoire. Voilà, c'est tout ce que je peux faire malheureusement à ce sujet. Je continuerai de respecter le 19 mars qui pour nous est la seule date qui puisse compter pour l'arrêt des travaux, la cessation complète des travaux qui sont effectués au sujet de la fin de la guerre d'Algérie. Je suis Claude, donc j'ai participé aux événements d'Algérie en 57, la classe 57-2C. Donc j'ai été affecté dans les parachutistes. J'ai passé mon brevet à Pau. De là, je suis parti pour l'Algérie, où j'ai participé à plusieurs opérations, d'où une que j'étais blessé en sautant sur une mine. Donc j'ai été rapatrié en France, où je suis resté 3 mois en hosto. Et après ça, j'étais porté déserteur. Les gendarmes se sont présentés chez mon père en me recherchant. Et j'ai été rappelé de nouveau en Algérie, où j'ai été de nouveau en opération, mais je n'ai pas pu participer suite aux blessures que j'avais subies. Donc, par suite de consultation, j'ai été réformé et rapatrié en France. Mon souvenir pour moi, disons que c'était on était partis beaucoup en opération, perdu beaucoup de gars. Et puis donc l'événement du 19 mars, pour nous, c'est vraiment la fin de la guerre d'Algérie. C'est tout ce que j'ai comme souvenir de cette date-là. Tout autre chose à présent, Salon du Livre de Paris, du 20 au 23 mars 2015. Il s'est tenu comme à l'accoutumée, porte de Versailles à Paris. Le Congo-Brazzaville a été largement représenté par plusieurs de ses auteurs reflétant la richesse de la production intellectuelle contemporaine du pays. Reportage Éric Talani, Jean-Jacques Jarel-Sika. Au total, 10 écrivains congolais ont été invités au Salon du Livre de Paris, l'un des événements littéraires du calendrier international. Occasion pour eux de montrer au public français la diversité de la culture et l'universalité de la littérature congolaise. Je suis venu présenter donc Une vie, qui est un ouvrage en fait qui met en avant mes pensées. Auteur du dictionnaire de la SAP. Dans le dictionnaire de la SAP, j'essaye de parler de la SAP sous 3 plans, à savoir le plan historique, mais aussi le plan spirituel et le plan sociologique. Pour ce salon, on présente le livre Un portrait sur Baumboula Mbemba Jonas Tostao, le footballeur le plus adulé du Congo-Brazza. Le Salon du Livre de Paris offre une vitrine privilégiée pour diffuser à l'étranger la richesse et la diversité de la production intellectuelle, notamment dans le domaine du livre. Et pour les écrivains congolais présents au stand du bassin du Congo, cet événement contribue à promouvoir et de la plus belle manière la lecture et le dialogue entre les éditeurs, les auteurs et les lecteurs du monde entier. Une initiative qui force l'admiration des auteurs du bord du fleuve Congo. Je suis émerveillé dans la manière dont le livre est en train de nous unir et la manière dont nous nous retrouvons avec beaucoup d'écrivains et des grands noms de la plume. C'est le lieu de rencontre. Les salons du livre de Paris, la capitale française, offrent ici l'unique opportunité à tous les écrivains africains et congolais de promouvoir, sinon de vendre leurs livres. Et l'unique problème ici, c'est le problème de la promotion. Ces écrivains congolais présents à ces salons demandent un peu plus d'implication des pouvoirs publics, un peu plus d'implication des médias. Car, comme qui dirait l'autre, la meilleure détente n'est pas la danse qu'un bon livre est en la matière supérieure.
La mission d'insertion Melun-Val de Seine et ses partenaires privilégiés ont organisé récemment la 19e édition du Forum de l'emploi et de la formation aux masses du Mai-sur-Seine. Le but visé était de permettre aux jeunes de l'agglomération Melun-Val de Seine, étranglés par le chômage, de trouver un emploi ou une opportunité de suivre une formation dans le domaine de leur choix. Reportage Eric Talani, Jean-Jacques Jarel-Sika. Ce forum dédié à l'emploi et à la formation répond à la fois aux besoins des usagers, jeunes, travailleurs handicapés, salariés en reconversion professionnelle, mais aussi aux entreprises qui souhaitent recruter ou informer sur les métiers de demain. Un pari réussi pour les organisateurs. Mes impressions, elles sont très bonnes. C'est le 19e forum et dès ce matin, on a déjà plus de 500 personnes qui sont venues. Nous avons 80 exposants sur ce forum pendant 2 jours, 40 centres de formation, en gros, acteurs de la formation et de l'orientation, et puis 40 entreprises et acteurs du milieu économique. Pour cette 19e édition, les élus locaux ont tenu, comme d'habitude, à soutenir ce projet qui vise à résorber le problème du chômage qui étrangle plusieurs jeunes de l'agglomération Melun-Val de Seine. Il faut aussi réformer notre pays, il faut reprendre les bases. Si aujourd'hui on laissait un peu d'oxygène aux entreprises, il y aurait peut-être plus d'emplois. Plus que jamais, il est nécessaire d'organiser un forum de l'emploi. Et je pense que c'est une des choses que la communauté d'agglomération peut s'efforcer de faire, parce que c'est au niveau de la communauté qu'on peut régler les problèmes d'emploi et de formation. Cette année, plus de 60 exposants, entreprises et centres de formation ont installé leur stand au MA pour proposer des offres d'emploi et des filières, des formations au public. On a besoin de rencontrer du personnel. Le contact est important pour avoir des CV et avoir un petit peu les premières impressions de professionnalisme qu'on a en face de nous et trouver des gens qui aient les compétences de faire ce métier de la restauration. Une petite vingtaine de CV sur la table depuis ce matin 9h. Au niveau de nos besoins, c'est donc relativement axé transport et logistique. La plupart de nos clients recherchent actuellement des personnes pour des profils en tant que conducteur, donc tout ce qui peut être conducteur routier, chauffeur poids lourd, super poids lourd, bus, où on a de demandes très régulières. Et après tout ce qui peut être logistique sur la partie cariste, préparateur de commandes avec KCS. Après certains métiers de bouche aussi, avec certains gros groupes en agroalimentaire qui peuvent rechercher des poissonniers, des bouchers, boulangers. Munis de leur CV et lettres de motivation, les jeunes chercheurs d'emploi ont répondu massivement à l'appel de Mission Emploi Insertion Melun-Val de Seine qui regroupe aujourd'hui la mission locale du Sud-Ouest Seine-et-Marne et la Maison de l'Emploi Melun-Val de Seine. C'est une seconde recherche d'emploi pour moi ou de formation dans le secteur de l'administration. Je cherche un travail, donc je suis venue déposer des CV et des lettres de motivation. Je vais faire le tour, j'ai pas encore fait le tour, mais je vais voir s'il y a des boîtes qui m'intéressent, puis après on verra. Tout travail qui aide l'humanité a de la dignité et de l'importance. Et la 19e édition du Forum de l'emploi au Mai-sur-Seine offre là une opportunité, une occasion unique à tous les jeunes Mayens et Seine-et-Marnais de trouver un premier emploi et de sortir du bourbier du désespoir. Ouvrons notre page africaine par le Nigeria qui s'est réveillé ce mercredi matin avec un nouveau président. Mamadou Buhari a remporté la présidentielle en s'imposant face à l'actuel chef de l'État, Goodluck Jonathan. Une alternance saluée par la communauté internationale. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, a félicité Mamadou Buhari pour sa victoire et complimenté le chef de l'État sortant battu, Goodluck Jonathan, pour avoir accepté avec élégance les résultats. À peine élu, le nouveau président du Nigeria, Mamadou Buhari, s'est engagé à débarrasser la nation de la terreur du groupe islamiste Boko Haram et s'est posé en rassembleur de son peuple. Restons en Afrique et notamment en République démocratique du Congo. Le président américain Barack Obama a exhorté mardi au téléphone son homologue congolais Joseph Kabila à respecter la Constitution en assurant dans les délais prévus la tenue des élections à venir en RDC, dont la présidentielle de 2016. Le président a souligné l'importance de la tenue dans les délais d'élections crédibles et pacifiques qui respectent la Constitution de la République démocratique du Congo, a indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué publié après une conversation entre les deux hommes. Barack Obama a également salué le bilan du président
Kabila qui est parvenu à sortir la RDC de la guerre et à placer le pays sur la route d'un progrès démocratique continu que les élections justes et libres de 2016 devraient consolider, ajoute le communiqué. Full Constitution, nothing else, autrement dit, la Constitution, rien que cela, dixit Barack Obama. Mesdames, Messieurs, c'est par ces mots que nous refermons cette édition. Merci de votre bien aimable attention. Je vous retrouve en une prochaine occasion. Au revoir et à très bientôt.